Donc, je veux finir de parler de cette ETH. Donc, juste pour... juste un instant, excusez-moi là. D'accord. Pardon. Ok. Donc, juste pour nous remettre en contexte, puis je vais en profiter pour faire de la promo pour mes trucs. J'ai déjà parlé du cours d'automne que je veux donner. Je vais en reparler. Ok, donc ma section, les 2 semaines desquelles je parle, là, la grande thématique, c'est quoi faire avec un problème NP complet. Et puis, bon, j'ai parlé en long et en large d'approximation pendant les deux dernières semaines. Ben, la dernière semaine et demie. Dans ce cours en IFT 503, 711, on s'intéresse aux limites de l'approximabilité. OK. Donc, quel problème n'est pas approximable à telle constante? Et c'est ce que je montrais, c'est ce qui démarrait du théorème PCP. À l'automne 2020, si la situation se rétablit, qu'il y a bel et bien des cours qui se donnent, je veux donner un cours dont le sigle temporaire c'est IFT 765, mais le sigle peut changer. Et si vous êtes encore dans les parages, à ce moment-là, je vous invite dans ce cours IFT 765. C'est un autre cours à saveur théorique, moins théorique que celui-ci, mais c'est quand même de l'algorithmique et des preuves, pas de programmation. Mais dans ce cours, moi, je m'intéresse aux résultats plus positifs. Donc, comment designer des algos d'approximation. OK, donc ici, dans ce cours, la grande thématique, c'est les limites. Limites de calcul en tout genre. Donc, pour l'approximation, les limites de l'approximabilité. Mais dans ce cours, on s'intéresse plus aux résultats positifs, comment avoir des bons algos d'approximation. Il y a toutes sortes de techniques. J'ai donné un bref aperçu avec, je pense, 2 algos d'approximation, un pour MaxSat, l'autre pour, je sais même plus lequel, Vertex Cover. Mais voilà, il y a plein d'autres techniques qu'on peut appliquer pour avoir de meilleurs algos. Sinon, on s'intéresse aux algos exponentiels ou peut-être sous-exponentiels. Donc c'est la même chose là. Ici, on s'intéresse aux limites. Et on peut pas, même s'il n'y a pas d'algo en temps polynomial, on peut se demander est-ce qu'il existe un algo en temps presque polynomial. C'est des questions qu'on se pose et on s'interroge sur les limites. Même chose là, dans ce fameux cours IFT 765. Je m'intéresse plus aux résultats positifs. Donc, si vous aimez ce genre de cours et que vous me tolérez comme enseignant, je vous inviterai à prendre ce cours à l'automne. Il devrait se donner normalement si on passe à travers cette crise. Ok, ça c'était pour mes trucs, mais bon, là je suis ici. Parlons de limites de design d'algo exponentiel. Donc hier, après cette foulée de problèmes techniques, j'avais introduit la ETH, mais je vais rementionner les grandes lignes vite fait là. Donc, j'avais dit que un algo est 2 à la grand O de f de n poly n. C'est juste une notation qu'on s'est inventée, un raccourci pour dire que il existe des constantes C, D, A, telles que l'algo est en temps jamais plus que C fois 2 à la D, f de n, fois un polynôme, donc n à la k. Ok, où C, D et K sont des constantes. Et je vous écris la version abrégée. Et puis souvent, ce petit C en avant, on va l'ignorer. On va juste dire qu'il est dans le poly n. Ok, pardon. Donc, ça, c'est la notation pour les algos exponentiels. Sinon, j'avais parlé de cette notation petit o. Qui est souvent vu, mais pas toujours. Petit o, c'est g de n et petit o de f de n si g de n grandit moins vite, strictement moins vite que f de n. Donc, quand j'écris des petits o, c'est la notation qu'ils utilisent souvent là, quand on parle de la ETH. G de n est grand O de f de n. Mais que f de n n'est pas
grand O de f de n. Ok, donc... Qu'est-ce que ça veut dire? Ah, mais f de n n'est pas grand O de g de n, pardon. Ok. Donc, ce que ça veut dire, intuitivement, là, c'est que g de n est, en gros, meilleur que f de n. Donc, je pense que hier, j'avais juste défini petit o de n, mais ça se définit de façon générale sur petit o de n'importe quelle fonction. Okay, comme par exemple, je sais pas moi, n à la 2 et petit o de n à la 3. Okay, par exemple, ça grandit strictement moins vite. Donc, une autre façon de voir les petits o, c'est que g de n, et ça va nous servir là, pour ce que je veux montrer. G de n est petit o de f de n si pour toute constante epsilon, disons plus grande que 0, donc un epsilon arbitrairement petit, g de n est plus petit ou égal à epsilon f de n pour n assez grand. Ok, donc pour n assez grand. Ok, donc ça ressemble à la définition grand O, là, si vous vous rappelez de la définition formelle, mais c'est juste que g de n grandit moins vite que f de n, peu importe la constante que vous appliquez à f de n. Donc, c'est pas juste qu'il existe une constante, là, c'est peu importe la constante, g de n grandit moins vite. Parce que c'est vrai pour n'importe quel epsilon. Donc, c'est une façon de voir le petit o. OK. Et puis, ce que la ETH dit, OK, pour nous le rappeler. Il y a deux versions de la ETH, là. Je vous présente la version plus simple parce que je ne veux pas embarquer dans trop de détails techniques aujourd'hui, mais vous pouvez regarder la page Wikipédia de la ETH si ça vous intéresse. Mais ce qu'a dit en gros la ETH, c'est que il n'y a pas d'algo qui décide 3 sat. Et c'est aussi vrai pour Ksat ou juste sat en général. Ici, je vous présente la version juste 3 sat en temps 2 à la petit o de n poly n. Ok, donc, ok, juste des petits détails ici, où n c'est le nombre de variables. Donc, votre instance de 3 sat peut avoir n cube close, c'est possible. Mais si on s'intéresse juste à la complexité par rapport au nombre de variables dans la ETH. Et puis après, je vais montrer que ça n'a pas d'importance, le nombre de close. Donc, ce que ça veut dire, là, c'est que dans la ETH, si vous voulez faire... vous ne pouvez pas faire mieux que 2 à une certaine constante fois n. Et vous ne pouvez pas faire 2 à la racine de n comme complexité pour 3 sat. Donc, ce que ça veut dire essentiellement, c'est que l'algo force brute, il teste toutes les assignations possibles. Il prend un temps 2 à la n. Et puis, ça dit que cet algo, il est pratiquement optimal à toute constante près dans l'exposant. Ok, donc, ça, c'est une hypothèse, là, je la rappelle, c'est une conjecture. On ne sait pas si c'est vrai. Mais il y a bien des gens qui se sont intéressés à SAT. C'est probablement le problème le plus étudié en théorie du calcul. Mais personne n'a jamais trouvé mieux que ça. Donc, je vais redire cette ETH autrement. Okay, selon la définition de petit o, okay, on peut être plus à l'aise avec une ou l'autre des façons de le dire. Dit autrement, il existe une constante C telle que tout algo qui décide 3 sat, donc pour 3 sat, et en temps au moins 2 à la constante fois n fois poly n. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est que, bon, votre constante, elle peut être petite, là. Ça fait peut-être qu'il existe un algo en 2 à la 0.0001 fois n, poly n. Mais c'est une constante quand même. Okay? Donc, on ne peut pas avoir une constante arbitraire epsilon et avoir un algo qui est en 2 à la epsilon fois n, poly n. Okay? C'est ce que ça veut dire. Donc, encore une fois, que nos algos de force brute sont essentiellement optimaux. Juste une petite parenthèse, là. Ces deux choses-là, ce n'est pas équivalent. Il y a des petites subtilités qui embarquent, là.
en théorie, il est possible que pour toute constante epsilon, on peut avoir un algo 2 à l'epsilon n avec une classe d'algorithme, une famille d'algos. Il est possible que ça existe, mais qu'il n'y ait pas mieux que petit 2 à la petit O de n. C'est des subtilités avec les définitions. Je ne vais pas m'embarquer là-dedans, mais je veux au moins me protéger en disant que ce n'est pas strictement deux énoncés équivalents, mais dans la littérature, on les considère équivalents parce que les différences sont négligibles. Mais ça, je vous invite à lire plus en détail sur la ETH si ces petites subtilités vous intéressent. Pour nous, ça va vouloir dire la même chose. Donc, ce qu'elle dit, cette hypothèse, en gros, là, c'est, je sais pas moi, par exemple, si vous avez un algo, même on va dire 10 000 à la racine de n, avec n à la 10 000, quelque chose comme ça, bien ça viendrait montrer que la ETH est fausse. Ok. Parce que cette chose, c'est 2 à la je sais pas trop quoi, là, peut-être 2 à la... En tout cas, c'est plus petit ou égal à 2 à la 100 racine de n pour un polynôme. Et ça, c'est effectivement 2 à la petit O de n poly n. Et donc, si vous arrivez à trouver un algo sous-exponentiel pour 3,7, vous viendriez montrer que la ETH est fausse. Okay, donc, peu importe la base de l'exposant, okay, cette base, si c'est une constante, vous pouvez envoyer cette constante dans l'exposant ici, comme je l'ai fait. Et puis, ça va montrer que la ETH est fausse. Okay, donc, c'est un exemple. Donc, n'importe quelle fonction qui grandit moins vite que n, on voudrait la placer dans l'exposant. Peut-être dire un peu d'où ça vient, cette hypothèse. Et ça va me permettre de montrer un algo simple mieux que 2 à la n pour 3,7. Il y a quelques années, ça c'est dans les années 80 si je me rappelle bien, il existe un algo qui roule en temps 1.84 à la n fois un polynôme. Donc ici la constante multiplicative elle est cachée dans le poly n. Mais il existe un algo mieux que 2 à la n pour 3,7. Ok, cet algo, le voici, je vous le donne vite fait en pseudocode. Donc, si vous voulez résoudre 3,7, et je rappelle que 3,7, c'est défini sur un ensemble de clauses. Et chaque clause, on va dire qu'il y a m clauses. Chaque clause, c'est des ou de 3 variables. Donc, quelque chose comme ça, là. Ok, c'est juste un exemple. Donc, pour résoudre... pour décider 3,7, une instance de 3,7, ce que vous pouvez faire, donc ça c'est peut-être le seul résultat positif que je donnerai dans tous ces trucs d'algo exponentiel, mais ce que vous pouvez faire, c'est prendre une clause CI. On va dire que c'est l'exemple que j'ai mis ici. Ok, vous pouvez généraliser ça, mais disons que CI c'est ce truc. Vous avez trois façons essentiellement de satisfaire CI. Vous pouvez choisir x1 égale true, x2 égale false, x3 égale true. Ce sont vos trois façons. Vous allez brancher sur les trois façons de fixer une de ces trois variables, ou deux de ces trois variables, ou les trois variables. Ce que je veux dire par là, c'est si on veut avoir une chance de trouver une assignation qui satisfait CI, on peut essayer de mettre x1 égale true. Ok, donc ce qu'on va faire, c'est pour cette clause, je n'ai pas besoin d'indentation, on va brancher récursivement, là, sur trois façons de satisfaire CI. La première façon, ça va être de fixer x1 égale true. La deuxième façon, ça va pas être de fixer x2 égale false. Ça va être, vous verrez. Et puis appeler 3,7 sur phi, mais on peut retirer CI. Donc ça, c'est une notation que j'invente
là direct. Là. On peut enlever CI parce qu'elle est satisfaite par X1. OK. Donc, je vais juste l'écrire comme ça. Là. On enlève CI et on enlève X1 parce que c'est fixé maintenant. En fait, je le dis juste verbalement, là, mais il faudrait enlever toutes les clauses qui sont satisfaites par le fait de fixer X1 égale true. Et toutes les clauses qui sont satisfaites par notre choix de fixer, on les enlève. Si ça n'a pas fonctionné, on fixe X1 égale false parce qu'on a déjà essayé de fixer X1 égale true. Si ça n'a pas fonctionné, eh bien ça doit être false, mais on va essayer de fixer X2 égale false pour satisfaire CI. Et puis on va appeler 3sat. Bon, ça c'est 3sat, c'est le nom de mon algo. 3sat, et puis on va retirer CI, on va retirer X1 et X2 parce que ça a été fixé. Et on devrait retirer toutes les clauses satisfaites. OK, et juste le fait de faire ça. Maintenant, j'ai essayé avec X1 égale false, X2 égale false, ça n'a pas fonctionné. Donc, je vais essayer ma dernière possibilité pour satisfaire CI. Puis, je vais appeler récursivement 300. Et c'est très haut niveau comme pseudocode. Là. Ce qu'il faudrait faire, c'est faire des appels récursifs. Si ça a retourné true, alors nous, on retourne true. Si ça a retourné false, alors on continue avec le prochain branchement. X1, X2, X3. OK. OK, puis, bon, j'écris pas le reste, là, mais si un de ces trois appels récursifs a retourné true, on peut retourner true. C'est l'idée de l'algo, c'est tout simple. Ça s'implémente aisément, en fait. Mais ce qui se passe avec ces appels récursifs, c'est que n, le nombre de variables, diminue à chaque appel récursif. Okay. Ici, on tombe dans cet appel récursif, on tombe sur une instance avec n-1 variable, parce qu'il y en a une qui est fixée. Dans cet appel récursif, on tombe sur une instance de n-2 variables, et ici, n-3 variables, parce qu'il y en a 3 qui sont fixées. Et puis, si on fait l'analyse de ça, et c'est là que je vais aller vite, là, je vais pas... Pour faire de l'analyse d'algo récursif, c'est pas dans les objectifs du cours. Donc, je vais juste vous dire de quoi ça a l'air. Si t de n, c'est le temps de cet algo. Ouais, ok. Peut-être une précision que je peux ajouter là. Si phi a 0 close, ça veut dire qu'elles sont toutes satisfaites. Et juste pour clarifier quand est-ce que cet algo finit. Si phi a 0 close, on retourne. Si phi a 0 variable, on retourne faux. Ok. Je ne vais pas m'éterniser là-dessus, mais s'il reste plus de clauses à satisfaire, c'est qu'on a réussi à tout satisfaire. Sinon, s'il n'y a plus de variables, mais il reste des clauses, c'est qu'on n'a pas réussi à satisfaire et on n'a aucune façon. Et c'est juste pour clarifier où cet algo récursif termine. Donc le temps de cet algo, on peut exprimer ça par une récurrence. T de n, c'est un certain polynôme pour choisir une clause ou puis faire le traitement de la récurrence courante, plus le temps du premier branchement sur n-1 variable, plus le temps du branchement sur n-2 variable, plus le temps du branchement sur n-3 variable. Et je ne sais pas si on vous a parlé de récurrence en algorithmique, mais il y a des façons d'analyser ce genre de récurrence. Pour l'instant, je garde ça en magie de l'analyse récurrence. Okay, il y a des techniques préfaites assez simples pour analyser ce genre de choses. Ce que ça va vous dire, cette magie, c'est que t de n est grand O de 1.84 à la n poly n. En fait, pourquoi ça fonctionne, c'est parce que on branche sur des cas qui diminuent n de façon significative. Réduire n de 3, là, ça réduit le temps exponentiel de beaucoup. Ok, donc c'est juste un exemple pour dire que la force brute demande un temps 2 à la n, mais si on est un peu plus intelligent, on est capable de faire un peu mieux. En fait, après quelques années de recherche, je l'écrirai comme suit, le meilleur connu
pour 3 sat, c'est 1.31 à la n poly n. Ok, donc évidemment, ça vient pas contredire la ETH. Je veux juste clarifier ça parce que 1.84 à la n, c'est égal à 2 fois, je sais pas trop quelle constante, fois n. Et puis même 1.31 à la n, c'est égal à 2 fois une autre constante fois n. Ok, donc là, il y a beaucoup de recherches qui s'est effectuées là-dessus. On réussit à diminuer l'exposant et en fait 1.31 à la n, ça rend ça applicable en pratique quand même là, pour certaines valeurs de n. J'ose pas donner un chiffre concret, mais ça rend ça applicable en pratique même si c'est exponentiel. Par contre, on n'arrive pas à atteindre du vrai sous-exponentiel. Donc, puisqu'on n'arrivait jamais à atteindre du sous-exponentiel, ben, les gens ont posé la ETH. Ils se sont dit, ben, si on n'y arrive pas, c'est probablement parce que c'est impossible d'avoir du vrai sous-exponentiel. Ok. Donc, c'est un peu d'où ça vient. Ça a démarré avec cet algo où est-ce qu'on a montré que 2 à la n, le 2 à la n pouvait être baissé, mais on n'arrive pas à baisser en dessous de 2 à la constante fois n. Ok. Donc, ce qui se passe, j'aurais pu agrandir avant. Ce qui va se passer, c'est ce qui s'est passé historiquement, c'est un peu la même chose qu'avec le théorème PCP qui a débloqué toutes sortes de résultats d'inapproximabilité. Un peu de la même façon, quand la ETH a été posée, quand on a déduit toutes sortes de conséquences. Dans les limites de la théorie du calcul, c'est presque toujours comme ça que ça se passe. Là, on essaie de se définir des conjectures ou hypothèses de base, et puis on déduit tout ce qu'on peut déduire à partir de ces hypothèses. Et dans la NP complétude, notre hypothèse, c'est que 3 sat est NP complet. Ben, c'est pas une hypothèse, c'est vrai, là, mais on suppose que P égale pas NP. Et on montre que 3 sat est NP complet. Une fois que 3 sat a été montré NP complet, bien, plein de résultats d'NP complétude qui sont arrivés. Quand le théorème PCP est arrivé, plein de résultats d'inapproximabilité. C'est la même chose avec le problème d'arrêt. Quand le problème d'arrêt a été démontré indécidable, bien, ça s'est réduit à plein d'autres problèmes indécidables. Donc, en fait, les limites de la théorie du calcul, là, on pourrait appeler ça juste un cours de réduction, parce qu'à peu près tout passe par des réductions. Il y a une poignée de résultats initiaux, puis après, tout se passe avec des réductions. Okay, bon. Je suis très réductionniste en disant ça, justement. C'est pas toujours aussi simple, mais énormément de réductions. Ok, donc, ce que la ETH raconte... ah non... Je ne vais pas garder ça en plein écran parce que je ne verrai pas s'il y a des messages. D'ailleurs... Ok. Ce que la ETH raconte, c'est que ça doit s'exécuter en temps 2 à la oméga de n. Bon, à partir de ça, on peut déduire des résultats. Donc, aujourd'hui, je veux au moins faire celui-ci. Que clic, même chose, là, n'a pas d'algo 2 à la oméga de n, où est-ce que n c'est le nombre de sommets ici, donc ça ne compte pas le nombre d'arêtes. Dans le devoir, ce que je vous demande, c'est de considérer le nombre d'arêtes et bon, de faire les calculs sous-jacents, mais ça permet de montrer que clic n'a pas d'algo mieux que exponentiel. Puis à partir de ça, c'est facile de montrer que ensemble indépendant n'a pas d'algo mieux que exponentiel et que vertex cover que j'ai présenté la semaine dernière n'a aussi pas d'algo mieux que exponentiel. Bon, et il y a toute une chaîne de résultats comme ça. Donc ça nous dit que c'est pas la peine de chercher des algos faiblement exponentiels pour ces problèmes, même si ce serait agréable en pratique. Il y a d'autres résultats qui peuvent être dérivés de ça, comme le langage qui est k-click et décider si un graphe a une clique de taille k pour un k une constante. Donc k constante. Je vous ferai remarquer que ça se décide en temps polynomial. Okay? Si k est une constante, vous pouvez regarder chacun des sous-ensembles de taille k du graphe et regarder si c'est une clique. Et puisque k est une constante,
ça va vous prendre un temps n à la k qui est un polynôme. Donc ça se fait en temps polynomial, mais la ETH permet de déduire des choses comme l'algo que je viens de décrire verbalement prend un temps n à la k. On ne peut pas faire n à la racine de k, par exemple. OK, puis, donc c'est pour dire que ça donne pas juste des limites sur des algos exponentiels, ça donne aussi des limites sur des algos polynomiaux. OK, ici c'est un genre d'algo polynomial artificiel parce que je pose que k est une constante, mais c'est quand même un algo polynomial et ça nous donne une borne inférieure sur un algo, sur un problème qui se résout en temps polynomial. Et donc la ETH est transposable à certains problèmes polynomiaux. Même qu'il y a cette branche de recherche là, qui est assez récente dans les 5 dernières années. Ils appellent ça le Fine-Grained Complexity. Je vous l'écris. Où est-ce que là, on s'intéresse aux algos optimaux polynomiaux. OK? Juste depuis longtemps, par la définition de P, on s'intéressait juste aux algos polynomiaux, peu importe l'exposant du polynôme. Là. N à la 1000, c'est équivalent à N à la 2 là, dans la théorie. Mais dans le Fine-Grained Complexity, maintenant, on établit des bornes inférieures sur le polynôme minimal qu'un algo doit prendre, basé sur la ETH. OK, mais ça, j'en parle pas. J'ai certainement pas le temps, mais c'est un des sujets de recherche les plus actifs en algorithmique. Donc, je veux au moins... Bon, je vais arrêter mon blabla un peu et commencer par introduire une réduction ETH. Je dois le faire en 2 étapes, là, c'est pas direct. ETH vers clic. En fait, je vais effacer ça. Et je vais devoir introduire une hypothèse intermédiaire, okay, qu'on appelle le sparse. J'ose pas le traduire. Le sparse ETH. OK. Ou sparse. Bon, je pense qu'on traduit ça par éparse. Éparse ETH. Mais je suis incapable de prononcer éparse ETH. En fait, je suis capable, mais pas plus que 10 fois dans un cours. Hein. Donc, je vais juste appeler ça le sparse ETH. OK, donc, avant de montrer comment ETH vient donner des bornes inférieures sur clic, je dois passer par ce que j'appelle le sparse ETH. Je vais quand même donner c'est quoi l'idée des réductions. Et c'est toujours la même idée là, derrière ces réductions. On va dire 3 SAT vers problème X, ou langage X si vous préférez. L'idée des réductions, c'est toujours de montrer que si on avait un algo 2 à la petit o de f de n poly n pour x, alors on contredirait la ETH. Donc alors on aurait aussi un algo 2 à la petit o de f de n poly n pour 3 SAT. OK, donc les réductions, c'est le principe habituel, c'est de montrer que si on avait un algo mieux que exponentiel, alors on contredirait la ETH parce qu'on aurait un algo mieux que exponentiel pour 3 SAT. C'est toujours les mêmes idées qui reviennent. Donc c'est vers ça que je vais m'en aller. Mais pour être capable de faire ça, ça ne fonctionne pas directement là, de prendre une réduction de 3 SAT vers clic. Il faut ce sparse ETH intermédiaire. Donc, je vous donne l'énoncé, c'est pas si compliqué. C'est la même chose que le ETH. Sauf que ça s'applique à des instances particulières de 3 SAT. Donc, ce que ça dit, c'est que il n'existe pas d'algo qui décide 3 SAT en temps 2 à la petit o de n poly n. Donc jusqu'à maintenant, c'est la même chose que ETH. Mais même sur les instances éparses. OK, donc
sparse. Et comment ils définissent ça, une instance sparse? C'est les instances de 3 sets sur n variables et pas plus que c fois n close. Où c est une constante. Ok, donc le sparse là, vient du fait que j'ai pas n à la 2 close, j'ai pas n à la 3 close, ce serait possible. J'ai vraiment un nombre linéaire de clauses. On appelle ça éparse parce que ça réduit la taille de l'entrée à quelque chose qui est linéaire par rapport au nombre de variables, indépendant du nombre de clauses. Et ça, c'est super utile pour des réductions. Ok, donc maintenant, ça c'est énoncé. Mon plan avec cette dernière session pour moi dans ce cours, c'est juste de montrer que la ETH implique le sparse ETH à haut niveau. Là. Je vais avoir besoin d'un lemme en boîte noire pour montrer cette implication. Mais qu'ensuite, une fois que j'ai démontré ça, c'est que clic est 2 à la oméga de n poly n. OK, où n, c'est le nombre de sommets. OK, donc je vais faire celle-là en premier, celle-là en deuxième. D'accord. Donc, faisons 1. Donc, 1, ça dit quoi? Ça dit si sparse ETH est vrai, alors tout algo pour clic doit prendre un temps au moins exponentiel, 2 à la oméga de n. Okay, j'utilise les oméga, petit o, grand O, de façon interchangeable comme ça. Là. Ça crée de la confusion, il faut me le dire. Mais voilà, ce que je veux montrer, c'est que, ok, 1, là, c'est si sparse ETH est vrai. Si c'est vrai que tout algo pour 3 sats doit prendre un temps exponentiel, alors, clic. Bon, je viens de l'écrire en haut. C'est pas grave, la répétition, ça ne fait pas de tort. Alors, clic est au moins ça. Donc, mon idée, ce serait de démarrer d'une instance de sparse ETH et d'y appliquer une réduction pour montrer que si j'avais un bon algo pour clic, j'aurais un bon algo pour mon instance de 3 sats. Donc, j'ai dit une instance de sparse ETH, ce que je voulais dire, c'est une instance de 3 sats éparse. OK. Donc, pour faire une réduction, vous allez voir, c'est pas compliqué. Je vais juste reprendre la même réduction classique, celle que j'ai présentée hier et celle que j'ai présentée dans la NP complétude. Donc, voici, mais soit phi égale C1 et C2 et blablabla, et C fois n. C'est une instance de 3 sats avec, on va dire, Cn close. Okay, je peux supposer qu'il y en a C fois n. L'énoncé de la sparse ETH dit qu'il n'y en a pas plus que C fois n. Je peux mettre ça égal à C fois n en ajoutant des clauses bidons, en répétant des clauses, par exemple. Ok, donc soit une instance éparse, où n c'est le nombre de variables. Eh bien, pour faire notre réduction, on va juste générer un graphe G, une instance de max-click. Max-click, non, je suis plus dans l'approximation. Une instance de juste clic. Donc, je devrais peut-être juste spécifier c'est quoi la taille de la clique que je recherche. Donc, une instance de clic. Okay, avec la réduction classique. Je vais pas, encore une fois, comme hier, je vais pas redire c'est quoi toute la réduction classique. Ce que je peux peut-être faire... Bon. Je l'ai le dessin, il est pas loin d'ici. Je vais aller le rechercher, tenez. Hier, j'ai présenté ici. Alors, la voici justement, cette réduction classique. Qu'est-ce qu'on peut au moins faire? Bon, les tablettes sont bonnes pour ça, au moins. Je peux juste copier ce truc. Je vais l'amener là-bas. Ah non.
Finalement, ça aurait peut-être été moins long de juste refaire le dessin. Mais bon, pas grave. Et si vous prenez des notes manuscrites, désolé, vous allez être obligé de mettre la vidéo sur pause. Ok, de copier comme ça, c'était pas la stratégie idéale. Mais bon, peu importe. C'est la réduction classique. Ok. Une des raisons pour lesquelles je présente cette réduction, c'est que je peux vous le dire, là, c'est pas vendre un punch, là, c'est il y a une question dans le devoir et la réduction classique devrait fonctionner aussi. Et si vous n'êtes pas certain d'avoir bien compris la réduction classique, comme j'ai dit, je vous ai réécrit une description de cette réduction classique dans un des exercices. Je me rappelle plus lequel. Donc, vous y avez accès. Mais bon, c'est... Je m'attends pas à ce que vous sortiez de toute nouvelle réduction pour le devoir. Celle-ci devrait fonctionner. La partie la plus compliquée du devoir, c'est vraiment de calculer les choses en incluant le nombre d'arêtes cette fois-ci. Donc, ça va vous demander de comprendre cette réduction classique pour compter le nombre d'arêtes. Bon, j'en ai dit assez. Donc, ce qui se passait avec ça, là, avec cette fameuse réduction classique de laquelle je n'arrête pas de parler, c'est que on se rappelle que phi est satisfaisable si et seulement si, bien sûr, G, C, N est dans clic. Ok. Si vous vous rappelez, le nombre, si phi est satisfaisable, alors on est capable de trouver une clique contenant un sommet par clause satisfaite. Okay. Donc, je ne vais pas rétablir cette équivalence, mais je vais m'intéresser à démontrer que... Je rappelle que ce que je veux montrer, là, c'est qu'il n'y a pas d'algo sous-exponentielle pour clic. Ok, si la sparse ETH est vraie. Et pourquoi j'ai besoin de la sparse ETH et non de la ETH normale? C'est que cette réduction elle génère un graphe et je dois m'intéresser au nombre de sommets. Et parce que ce que je veux montrer, c'est qu'il n'y a pas d'algo 2 à la petite o de n, où n c'est le nombre de sommets. Donc, il faut que je regarde c'est quoi n. Donc, cette réduction génère un graphe G avec combien de sommets? Avec 3 sommets par clause. Et le nombre de clauses, il y en a C fois n. Je ne sais pas c'est quoi C, mais c'est une constante. Donc, avec cette quantité de sommets. Ok, c'est exactement pour ça que j'ai besoin de la sparse ETH. Le nombre de sommets est linéaire. Si j'avais pas fait attention, si mon nombre de clauses ça avait été n carré, bien le nombre de sommets du graphe ça aurait été 3 fois n carré. Okay, mais puisque le nombre de clauses est linéaire, eh bien le nombre de sommets est linéaire dans cette réduction particulière. Et donc cette réduction génère un graphe G avec 3 fois constante n sommets. Maintenant, si on avait un algo 2 à la petite o de n, poly n, pour clic. Ok. Ben, j'aurais un algo pour décider 3 sat. Ok. On va le faire au long. Souvent, c'est des preuves s'arrêtent ici. Là, ils montrent que n, ça a été maintenu à une constante près, donc il ne peut pas exister d'algo, blablabla. Mais si on l'écrit au long, la conclusion qu'il faut dériver de ça, c'est qu'on pourrait décider 3 sat comme suit. Sur entrée phi, ce que je ferais, c'est construire ce que la réduction produit, là. Ce f implicite, c'est G, C fois M. Ça me prend un temps polynomial. Cette réduction, elle se fait en temps polynomial. Ça, c'est un Y. Donc, je pourrais construire ce graphe et décider si G, C fois N est dans clic. Donc, décider si j'ai un clic qui satisfait avec un sommet par clause.
en temps 2 à la petit o de n. Poly n. OK? Parce que ce que je suis en train de supposer, c'est que si j'avais un algo 2 à la petit o poly n, eh bien, je pourrais appliquer cette construction et décider si le graphe est dans clic en ce temps. Ce qui implique que on décide 3 sat aussi en temps. Ben, en temps, si je fais la somme du temps requis par cet algo-là, il me faut déjà un temps polynomial pour la première construction, puis un temps mieux qu'exponentiel pour décider ça. OK. Et pourquoi est-ce que je dis que ça me permet de décider 3 sat? Et juste pour que ce soit clair, c'est juste à cause de cette équivalence-là. Si je suis capable de décider l'instance de clic, je suis capable de décider l'instance de 3 sat. Donc, je n'ai pas à en dire plus que ça. Donc, ça me permettrait de décider 3 sat en temps poly-n plus exponentiel, ce qui contredit la ETH. En fait, la sparse ETH. Donc, bon, un tel algo pour clic ne peut pas exister. Bien sûr, si sparse ETH est vrai. OK, donc c'est ce que je voulais dire par quand je racontais que dans une réduction, ce qu'on veut montrer, c'est que si j'avais un algo sous-exponentiel pour 1, j'aurais un algo sous-exponentiel pour 3 sat. Et si j'ai pas plus de travail à faire que ça, la réduction, elle est déjà connue. Et souvent, ces réductions, quand la ETH a été posée, les chercheurs ont réétudié toutes le paquet de vieilles réductions qu'il y avait dans la littérature pour voir quelle réduction arrivait à nous faire déduire des résultats de bornes inférieures de temps exponentiel. Et je vous ferai remarquer que ce n'est pas toutes les réductions qui nous donnent des bornes inférieures. Okay, comme ici, si j'avais pas fait attention, si j'avais pris n'importe quelle instance de sat, là, je le répète, j'aurais eu 3n carré sommet, et là, ça n'aurait pas fonctionné. Et j'aurais pas déduit que je ne peux pas avoir d'algo 2 à la petit o de n. Okay, donc, c'est la réduction de 3 sat vers clic. Je vais remonter en haut, je ne vais pas le faire, mais ça devrait être facile maintenant. Sachant que tout algo pour clic doit prendre un temps 2 à la oméga de n, ça implique que ensemble indépendant ne peut pas être résolu, décidé en temps mieux que 2 oméga de n, doit être décidé en temps au minimum 2 à la constante fois n, parce que vous pouvez juste réduire clic à n7 en prenant le complément et n ne change pas. Ça, je ne l'ai pas mis dans les exercices, mais je vous recommande de le faire. Si vous savez que n7 est difficile à résoudre, à décider en temps mieux qu'exponentiel, ça implique aussi quelque chose pour vertex cover. J'aurais dû donner ça en exercice, mais si vous voulez le faire, là, ça se prouve seulement en gardant le même graphe. Et c'est une conséquence du fait suivant. Si I est un ensemble indépendant maximal d'un graphe G, alors vous prenez tous les sommets, vous enlevez I et vous avez un vertex cover, une couverture comme je l'avais défini. Ok, donc vertex cover et ensemble indépendant sont intimement liés. Et puis si vous y réfléchissez assez longtemps, c'est juste bon, si vous réussissez à prouver ça, vous prouvez que résoudre vertex cover implique résoudre inset et vice versa. Okay, parce que si vous trouvez une couverture, vous retournez les autres sommets qui ne sont pas dedans, ça vous donne un ensemble indépendant. Je ne vais pas plus loin que ça là-dessus. Là. Et je ne vais pas faire trop d'autres exemples. Ce que je vais me contenter de faire, là, je vais prendre une pause, mais ce que je vais me contenter de faire après, c'est juste ça ici. Là, que ETH implique sparse ETH. Et après, c'est tout ce que je vais vous raconter en fait. Donc, je m'arrête quelques minutes. Si vous avez des questions, venez me les poser sur Teams. Et sinon, on se revoit dans 7 minutes, là, à 11h25-26. OK. Donc,
Je veux... Bon, je veux boucler la boucle, si on veut, avec juste... Ben, si je ramène... je ramène ce diagramme. J'ai dit que je voulais faire ça, là. Ben, c'est ça que je vais faire. Et donc, c'est peut-être la dernière chose que je veux faire. Je suis pas certain que ça va me prendre toute l'heure à laquelle j'ai droit, mais bon, si j'ai fini, j'ai fini. Je vais pas m'éterniser, mais on verra. Donc, ce que je veux montrer, c'est que la ETH implique sparse ETH. Ok, donc, la distinction entre les deux, là, je le rappelle, c'est que dans ETH, j'ai n variable et n close. M close, pardon. Où est-ce que M, ça pourrait être n carré, n cube. Si je suis dans 3 sets, ce sera pas plus que n cube. Parce que le nombre de clauses sur 3 variables possibles, il y en a 3 parmi n qui est à peu près n cube. Mais bon, m peut être gros. Tandis que dans la sparse ETH, j'ai n variables et j'exige d'avoir pas plus que c fois n clauses. Ok. Et ce que ça dit, c'est que même si j'ai ça, c'est quand même pas décidable en tant mieux qu'exponentiel. Et pour prouver ça, ça utilise un lemme que je vais utiliser en boîte noire. J'ai aucune chance de vous prouver ça, même en 1 heure. C'est bon, okay, c'est quand même moins intense que le théorème PCP de 100 pages, ce lemme, mais c'est un papier en entier à démontrer. Il y a ce qu'on appelle le lemme de la sparsification. En anglais, Sparsification Lemma. Donc, lemme de la sparsification. Ça vient de 2001. Bon, par les auteurs dont je me rappelle juste des premières lettres. Je pense que lui, c'est Impagliazzo, une vedette de la théorie du calcul. Ça, c'est quelque chose Patrick, quelque chose Zane. Mais peu importe, là, ça a été établi en 2001 et en fait, un peu comme le théorème PCP, ça, c'est ce qui a débloqué tous ces résultats de non-existence d'algo sous-exponentiel. Donc, ce lemme, ce qu'il dit, il est un peu plus technique que les autres énoncés, mais bon, pas trop. Là. Donc, soit phi une instance de 3 sets arbitraire, là, pas nécessairement sur un nombre linéaire de clauses, juste une instance arbitraire. Alors, pour tout epsilon plus grand que 0, il existe 2 à la epsilon formule booléenne. Vous pouvez prendre la valeur plafond de epsilon n là, si vous voulez. Mais epsilon peut être très petit. C'est peut-être 1 sur 1000, 1 sur 1 million. Ça fonctionne pour tous les epsilon. Et si on vous donne un epsilon, ce que cela me dit, c'est que vous êtes capable de produire 2 à l'epsilon n formules. Phi 1, phi 2, etc. Phi 2 à la epsilon n. Qui sont toutes en 3 CNF. Là. Donc, sous la forme clause 1, clause 2, clause 3, avec 3 variables par clause. Donc, on transforme une instance de 3 sets en une instance de 3 sets. Mais ce qu'elles ont de particulier, ces formules, c'est que il existe une constante C. J'ai pas utilisé C ailleurs, non, ok. Il existe une constante C telle que chaque phi i a pas plus que C fois n close. Ok, donc, ok, c'est la première condition. La deuxième, c'est que phi est dans 3 sets. Si et seulement si, au moins une de ces formules est satisfaisable. Ok, donc je les lis par des ou, pas des et là. Donc, ce que ça fait, c'est que ça répartit la formule en un nombre, oui, exponentiel de formules. Mais chacune de ces formules a peu de clauses et peut les vérifier séparément. Donc seulement si cette super formule est satisfaisable. Et puis aussi, il faut être capable de générer toutes ces formules en un temps raisonnable. 2 epsilon n peuvent être construites rapidement. Donc rapidement, entre guillemets. Là.
en temps 2 à la epsilon poly n. Ok, donc ça c'est le lemme de la sparsification. Donc concrètement, ce que ça fait, c'est que ça prend une instance dense de 3,7 avec plein de clauses. Et on n'est pas capable de transformer une instance dense phi en une instance éparse, phi', disons, et d'avoir une formule équivalente. On est capable de faire, c'est de transformer phi en plusieurs sous-formules. Et puis après, chacune de ces sous-formules est éparse. Et puis il faut juste qu'il y en ait une dans le tas qui soit satisfaisable pour que notre phi original soit satisfaisable. Ok, donc c'est la meilleure intuition que je peux donner de ce lemme de sparsification. C'est ça, comme j'ai dit, je ne peux pas démontrer ça. Je suis déjà passé à travers l'article. Il y a peut-être une vingtaine de pages. C'est pas la pire preuve que j'ai lue de ma vie. Elle est quand même raisonnable à lire, mais elle est un peu longue. Je peux vous dire c'est quoi l'idée en gros, là, vraiment en gros. C'est que si vous avez une instance phi avec plusieurs clauses, blablabla, CM, il y a un algo récursif qui, au premier niveau de récursion, va regarder c'est quoi l'intersection entre des clauses et qui va garantir d'être capable de trouver un ensemble de clauses qui intersectent juste sur une ou deux variables. Ok, donc je sais pas. Voici un ensemble de clauses qui intersectent juste sur x1. Ok, et ici vous avez des variables qui sont toutes différentes. En fait, ça, ils appellent ça le sunflower lemma, le lemme du tournesol. Parce que c'est comme un tournesol. Là, si vous représentez l'intersection de vos clauses, des variables qui apparaissent dans vos clauses au milieu, et tout le reste forme des pétales. Puis ce qui arrive à démontrer, c'est que si on a un ensemble de clauses qui intersectent juste sur une ou deux variables, vous pouvez les casser en plusieurs petites sous-clauses, en ajoutant des variables si nécessaire, et puis chacune de ces petites sous-clauses peut être transformée en une formule équivalente. Ça, c'est vraiment l'idée de ultra extra haut niveau, mais c'est l'idée, là. C'est la meilleure idée que je peux donner en quelques secondes. Je ne peux pas faire mieux, mais vraiment, l'intuition principale, c'est que c'est ça. C'est qu'on prend des clauses à intersection limitée et on les éclate en plusieurs sous-clauses. Et c'est ce qui donne lieu à un ensemble de formules et non une seule grosse formule. Mais je ne m'embarque pas dans plus de détails que ça. Vous lirez les articles si ça vous intéresse. Comme je disais, celui-là, je le trouvais quand même accessible. Donc, moi, je vais me servir de ce lemme là, qui éclate une instance dense en plusieurs instances éparses pour montrer l'implication que je voulais montrer, c'est-à-dire que ETH implique sparse ETH. OK. Je rappelle l'importance de cette implication, c'est que concrètement, c'est sparse ETH qui sert pour les réductions la plupart du temps. Comment est-ce que je fais pour démontrer ça? L'hypothèse de base, c'est que ETH est vrai. Donc, ce que ça dit, c'est que si tout algo qui décide de 3,7 est 2 à la oméga de n poly n, alors, comme j'ai énoncé plus haut, c'est qu'il existe une constante C telle que tout algo pour 3,7 prend un temps 2 à la 7 constante poly n. Okay, c'est ce que ça veut dire dans cette version simple de la ETH que j'ai énoncée. Maintenant, pour fin de contradiction, je vais supposer qu'il existe un algo qui est capable de résoudre les instances éparses en temps sous-exponentiel. Donc, supposons qu'il existe un algo 2 à la petit o de n poly n pour ce langage sparse 3,7. Parce qu'a priori, la ETH n'implique pas que la sparse ETH n'admet pas d'algo sous-exponentiel. Peut-être que la ETH est juste vraie sur les instances denses et que les instances éparses sont faciles. Donc, ce que je veux démontrer, c'est que si j'avais un algo sous-exponentiel pour les instances éparses, j'aurais un algo sous-exponentiel pour toutes les instances de 3,7.
Donc, ce que ça veut dire, là, d'avoir un algo sous-exponentiel, comme je l'avais énoncé un peu plus tôt, ça veut dire que pour toute constante, je vais l'appeler alpha, pour toute constante alpha plus grand que 0, je vais l'appeler m, cet algo, pour toute instance alpha, m prend un temps plus petit ou égal à 2 à la alpha n, poly n. OK. Mon algo est sous-exponentiel et qui est capable de battre n'importe quel algo linéaire. Okay? C'est une façon de voir ce que ça veut dire d'être petit O de n. OK, donc c'est pour toute constante alpha. Capable d'être en dessous parce que je suis sous-linéaire. Ce que ça me permet de faire, ben, c'est de choisir le alpha que je veux. Et c'est là l'idée de la preuve. Je vais vous dire tout de suite c'est quoi le alpha qui va fonctionner. Là. Je choisis alpha égale constante sur 8. Ou la constante, c'est celle qu'il y a ici. C'est la borne inférieure pour toutes mes instances 3-7. Et moi, je vais essayer de battre ça en choisissant le alpha égale cette constante-là sur 8. Et ça va m'amener à une contradiction. D'accord. Donc, ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, c'est de supposer que sparse 3-7 a un algo sous-exponentiel. Et maintenant, j'utilise ce lemme. On utilise le lemme. Le lemme de la sparsification avec epsilon égale c sur 8 aussi. Et je vais revenir à l'énoncé du lemme. Si j'avais un tableau, je l'aurais laissé au tableau. Mais ce qu'il dit, c'est que pour tout epsilon, je suis capable d'entreprendre cette construction-là. Donc, encore une fois, j'ai le choix sur l'epsilon que je veux. Bien sûr, ce que je n'ai pas indiqué ici, c'est que cette constante dépend du epsilon qu'on a choisi. Mais si epsilon, c'est une constante, c, c'est une constante aussi. Puis, c'est juste qu'on a le choix dans les constantes qu'on choisit. OK, donc, je choisis epsilon égale 8 et j'entreprends cette construction. Je génère à partir de phi des instances éparses. Donc, j'utilise le lemme avec epsilon égale c sur 8. Et ça aura pour effet de me transformer phi en un ensemble de phi 1 ou phi 2 ou blablabla ou phi 2 à la c sur 8. OK, donc une instance équivalente. Donc, sur entrée phi, pour en arriver à une contradiction ou pour réussir à contredire la ETH, soit, on va dire l'algo, j'ai déjà utilisé M, on va dire l'algo U, pourquoi pas, qui, bon, sur entrée phi, donc sur entrée phi, ce qu'il fait, c'est utilise cette construction. Il construit phi 1, phi 2, blablabla, phi 2 à la c sur 8 fois n. J'ai oublié le n ici aussi. Ok, donc construit tout ça comme dans le lemme. Et il va se servir de ça pour décider l'instance phi originale. Une fois qu'on a construit ça, ce qu'on va faire, c'est que pour chaque phi i, pour chaque formule, on va vérifier si elle est satisfaisable. Donc, décider que ce phi i il est éparse, là, je le mets en parenthèse parce que c'est la propriété principale. On va décider si phi i est satisfaisable en temps 2 à la pas petit o, mais alpha n poly n. Ok, je dois remonter un peu, peut-être faire un zoom out. Okay, juste pour rappeler la structure de cette démonstration, c'est que je suis en train de supposer que j'ai un algo pour instance éparse 3-7 qui fait toujours mieux que 2 à la alpha n, où est-ce que j'ai le choix de alpha. Donc je l'utilise ici, cet algo. Ok, donc par cette supposition, je suis capable de faire ça parce que mon instance phi elle est éparse. Et si c'est bel et bien satisfaisable, alors j'accepte.
Sinon, si rien n'a accepté, on rejette. Ok, ça, je m'éterniserai pas là-dessus, mais ça décide effectivement l'instance phi originale. Parce que, selon le lemme de la sparsification, ce que ça construit, ces instances, cette construction, pardon, c'est un ensemble de formules telles que s'il y en a une dans le tas qui est satisfaisable, le phi original était satisfaisable. Donc je peux juste les vérifier, chacune indépendamment, et ça va fonctionner. Ok, si n'importe quelle est satisfaisable, je peux accepter. S'il n'y en a aucune, je rejette. Bon, ça c'est l'algo. Moi, je prétends que cet algo me permet de résoudre SAT original en temps mieux que 2 à la C fois N. Ce qui était ma supposition ici. Là. Je suppose que la ETH me dit que tout algo doit prendre un temps au moins 2 à la C de N. Et j'essaie de contredire ça ici. Pour contredire ça, on va juste faire l'analyse de cet algo. Donc, pour cette ligne, combien de temps ça me prend construire ça? Ça me prend un temps à peu près 2 à la C sur 8 fois N. Je ne mettrai pas les poly-N. Mais ça me prend un temps 2 à la C sur 8 parce que mon epsilon, c'est C sur 8. Et ce que le lemme de la sparsification me dit, c'est que je peux construire ça en temps 2 à la epsilon fois N. D'accord. Donc, juste cette ligne-là, ça me fait un temps exponentiel, mais moins exponentiel que 2 à la C fois N. Et puis, vérifier chacun des phi i. Ben, des phi i, j'en ai combien? J'en ai 2 à la epsilon sur... 2 à la epsilon fois N fois... Et ça, c'est une boucle qui passe à travers 2 à la epsilon N phi i. Et puis, pour chacun, ça va décider en temps 2 à la... alpha n. Ok. Donc ça, c'est égal à quoi maintenant? Ben, selon mon choix de epsilon et de alpha, eh bien, c'est que j'ai le choix là, pour ces constantes. Ça, c'est 2 à la c sur 8 fois n fois 2 à la aussi c sur 8 fois n, ce qui est égal à 2 à la c sur 4 fois n. Donc, on est toujours en bas de 2 à la c sur 2 à la c fois n. Okay, si je fais le total du temps que ça prend tout ça, que je me limite juste aux exponentielles et non aux polynomiaux, le temps total, ça va être 2 à la c sur 8 fois n plus 2 à la c sur 4 fois n, ce qui est plus petit ou égal à 2 à la c sur 2 fois n. Ok. Donc, ce qui est strictement plus petit que 2 à la c fois n. Mais bon, tout ça, c'est sketché comme preuve, là. Mais c'est... ça, c'est pas un H, c'est bel et bien un N. Bon, donc ça, c'est un sketch de la preuve. Donc, je rappelle, là, les points clés, c'est que notre supposition initiale, je vais le redessiner, notre supposition initiale, selon la ETH, c'est qu'il n'y a pas d'algo meilleur que 2 à la C fois N, où C, c'est une constante fixe. Si je suppose que je peux résoudre les instances éparses en temps mieux qu'exponentielles, ça implique en particulier que je peux faire mieux que n'importe quel 2 à la constante fois n. Puisque je peux faire mieux que 2 à la constante fois n, j'ai le choix de la constante. Donc je choisis celle qui va me permettre de contredire la ETH avec le C que je ne connais pas mais qui existe. Et puis le lemme, ce qui est magique avec le lemme, c'est qu'il nous permet de choisir n'importe quel epsilon. Donc, en combinant les bons choix d'alpha et d'epsilon, j'en viens à contredire la ETH parce que je décide n'importe quelle instance de SAT en temps sous-exponentiel. Pas sous-exponentiel, mais en dessous de la constante qui devrait exister. Ok, d'accord. Donc, conclusion, c'est que cet algo nous permet donc de décider 3 SAT en temps plus petit ou égal à c fois n poly n, ce qui est une contradiction de la ETH. Ok, donc si la ETH est vraie, alors même les instances avec un nombre linéaire de clauses sont difficiles à décider en temps mieux que exponentiel. Ok, donc c'est tout. C'est l'idée. Donc,
C'est ça, je ne vais pas aller plus loin. Concernant le devoir, tout ce dont vous avez besoin, je le rappelle, là, c'est cette réduction et les calculs appropriés. Ce qui peut peut-être vous aider, c'est maintenant que la sparse ETH a été démontrée sous l'hypothèse de la ETH originale. Ça implique, je le mets au cas où ça vous aiderait, là, ça implique que 3 sat n'est pas décidable en temps 2 à la petit o de n plus m poly n. Ok, pourquoi est-ce que je dis ça? Bon, n c'est le nombre de variables et m c'est le nombre de clauses. Donc pourquoi est-ce que je dis ça? Ben, c'est parce que juste pour formuler un argument juste purement intuitif là, parce que les instances avec m plus petit ou égal à une certaine constante sont 2 à la petit o de n poly n. Donc c'est que je ne peux pas avoir mieux que n plus cette petite constante fois n. Bon, que ça c'est une borne inférieure. Bah, non, c'est mal dit, pardon. J'essaie de rester au niveau là. Ça dit que ça c'est pas possible selon la ETH toujours. Donc selon ETH. Puis les constantes dans le petit o disparaissent. Ok, c'est toujours pareil. Ce qui veut dire que ça c'est pas possible. Ok, c'est juste un argument haut niveau pour dire que si vous en avez besoin, vous pouvez inclure m dans la complexité. Je crois pas que pour le devoir vous en ayez besoin. Je crois que c'est mieux de travailler avec juste n et c fois n. Mais parfois ça sert. Là. Quand on a des réductions avec 2 paramètres, ça peut être pratique de garder les 2 paramètres. Enfin, vous verrez, c'est une option. D'accord. Ok. Sinon, bon, je vais juste mentionner un truc vite fait et je pense qu'on va se laisser là-dessus. Récemment, très récemment, il y a une variante de la ETH qui a été posée. Ils appellent ça la Strong ETH. Ok. Qu'on appelle souvent juste la SETH. Qu'est-ce que ça dit? Je ferai aucune démonstration là-dessus. Là. J'ai rien préparé. De toute façon, les réductions de Strong ETH, eux font souvent des 40-50 pages. Vu que c'est récent, il n'y a pas... les preuves n'ont pas été simplifiées, compactées. Vous savez, souvent ce qui se passe, là, c'est que les premières preuves sont hyper longues, hyper difficiles, puis là, les chercheurs les améliorent au fur et à mesure. Et ce qu'on trouve dans les livres, ce sont les résultats de simplification de preuves développées en 40-50 ans. Mais les résultats de la SETH sont encore super longs. D'après moi, ils vont être simplifiés dans 10-20 ans. Mais pour l'instant, ça s'enseigne mal. Okay. Qu'est-ce que ça dit, la Strong ETH? Ça dit que SAT en général, là, pas juste 3 SAT, 4 SAT, tout ce que vous voulez, juste SAT en général n'est pas décidable. Pas décidable en temps mieux que 2 à la n poly n. La grosse différence avec ETH, c'est que ici, là, la constante c'est 2 et ici, il n'y a pas de constante. Okay? C'est pas petit o de n, il n'y a pas de oméga de n, il n'y a rien là. C'est vraiment que le SAT général, le mieux qu'on peut faire, c'est 2 à la n poly n et on ne peut pas changer la base de l'exposant. On ne peut pas mettre de constante plus petite que 1 dans l'exposant. Donc, c'est plus fort que la ETH. Il y en a qui croient que c'est pas vrai, qu'éventuellement on va trouver un algo meilleur pour SAT général. Mais jusqu'à maintenant, personne n'a trouvé. Et je mentionne juste rapidement, là, parce que ça, dans les 3-4 dernières années,
Il y a toutes sortes d'implications sur des algos polynomiaux de bornes inférieures, là. Comme par exemple, si on fait cette hypothèse, chose que je ne présente pas, mais si jamais vous étudiez en théorie du calcul et les bornes inférieures, peut-être que vous passerez à travers ces résultats, mais avec assez de travail et une cinquantaine de pages, mon diamètre n'est pas si mal, là, mais avec de longues preuves, on peut montrer que trouver le diamètre d'un graphe, si on suppose la 7, il faut que ça prenne un temps n carré. Trouver le diamètre d'un graphe, c'est quoi les deux sommets les plus éloignés d'un graphe? Comme par exemple sur un réseau social, on se demanderait c'est quoi la distance entre les deux personnes qui se connaissent le moins. Le meilleur algo qu'on connaisse, ça prend un temps n carré, et la 7 vient justifier qu'on n'a pas trouvé de meilleur algo jusqu'à date. Si vous avez suivi le cours de bioinfo avec moi, ben, je pense qu'il y a une personne dans le cours qui l'a fait. On parlait en long et en large d'alignement de séquences d'ADN. Donc, comment calculer une distance entre deux séquences d'ADN? Algo hyper utilisé en bioinfo. Le meilleur algo qu'on connaît depuis les années 70, c'est n carré, où n c'est la longueur des séquences. Puis il y a des bornes inférieures qui disent qu'il faut que ça prenne un temps n carré. On ne pourra jamais faire mieux si la 7 est vraie. Bon, il y en a d'autres. Donc, c'est juste pour mentionner ce qui est à la mode ces temps-ci dans les bornes inférieures, c'est d'utiliser ces deux hypothèses, souvent la SETH, parce que ça permet de meilleurs résultats de bornes inférieures, pour non seulement démontrer des bornes inférieures sur des algos exponentiels, mais aussi des bornes inférieures sur des algos polynomiaux. Et c'est ce qu'on étudie pas mal ces temps-ci. OK. Donc, j'ai pas d'autres matières à vous donner. Si vous en voulez plus, comme je l'ai dit, venez me contacter sur Skype, peut-être sur Teams. J'aime mieux Skype en général, mais bon, j'essaie d'être flexible, surtout concernant le devoir. Je vais peut-être clore en ressortant le devoir. Je l'ai noté ici justement parce que je l'expliquais à quelqu'un d'autre. Pour cette question 3, ok, je viens de parler de ce qu'il vous faut pour la question 3. Ça, il faut réfléchir un peu parce que là, il y a des racines carrées dans les exposants et tout ça. Donc, si vous êtes mal pris, ben, c'est ça, je vous invite à passer me voir. Mais cet algo, cette question, c'est une question sur un résultat positif, là. Ça demande de trouver un algo exponentiel. Et c'est pour montrer que ce ne sont pas tous les problèmes NP complets qui doivent être exponentiels par rapport à la taille de leur entrée. Parce que dans alpha dense cyclique, si on considère le nombre d'arêtes dans la taille de l'entrée, ben ça c'est un algo sous-exponentiel par rapport à la taille de l'entrée. 2 à la racine de taille de l'entrée, c'est sous-exponentiel. Et je veux éviter que vous partiez dans n'importe quelle direction pour trouver un algo pour cette question-là. Ce que je peux dire, c'est allez-y avec juste la force brute. J'en dis pas plus quand même. Si vous ne trouvez pas, vous viendrez... Non, vous ne pouvez pas venir me voir. Nous sommes tous contagieux, mais vous viendrez me voir virtuellement. Mais c'est censé être simple, là. Faites un algo de force brute, analysez-le, et ça devrait vous donner un algo sous-exponentiel par rapport à la taille de l'entrée. OK? Donc, ce que je veux dire par force brute, ben, c'est à vous de voir. Sinon, ici, ben, la réduction, je l'ai dit, là, la réduction de 3 sats vers clic classique devrait fonctionner. OK? Ce que ça demande de faire, c'est juste de démarrer d'une instance de 3 sats, faire la réduction et montrer que un algo mieux que racine carrée de V plus E vous permettrait de résoudre 3 sats en temps mieux que exponentiel. OK, donc, mais vous devriez être capable de faire ça. D'accord. Donc, moi, c'est tout pour moi. Donc, juste pour finir, ben, j'espère que vous avez trouvé ces choses intéressantes, toutes ces réductions qu'on a faites. Il faut savoir que toutes ces réductions servent vraiment à quelque chose. Et je vois le côté pratique parfois, et même les gens qui veulent juste programmer ou analyser des données, ça les intéresse de savoir qu'un algo est NP complet, qu'un algo est difficile à approximer, ou même sûrement même pas sous-exponentiel. Parce que souvent, ce qui se passe quand on donne des bornes inférieures comme ça, ben, ça indique à ceux qui veulent résoudre des problèmes en pratique de reformuler leurs problèmes ou de
de regarder de quoi ont l'air leurs données pour voir s'ils ont une forme qu'ils pourraient exploiter ou de passer à autre chose. OK. Donc, j'espère que je vous aurai convaincu de ça. Et sinon, je vous dis, pour ceux qui sont encore dans les parages à l'automne, ben, j'espère qu'on se reverra dans ce cours d'approximation et d'algo exponentiel plus positif que je veux donner. OK? Sinon, ben, je vous dis juste à la prochaine et je m'arrête ici. Bon, je suis encore à mon ordi pour la prochaine demi-heure, donc si vous avez des questions, vous viendrez me voir. Mais sinon, c'est Dave qui va prendre la relève. Je ne sais pas sous quelle forme encore dans les 2 prochaines semaines. Ça devrait être des trucs complètement différents. Là. Il n'est plus dans les limites et dans les bornes inférieures, il est dans le calcul quantique. Donc, ça va faire changement des réductions qu'on fait depuis longtemps. Donc, je vous dis bonne suite du cours. Et donc, j'arrête ici. Salut.